Cette histoire, pour moi, elle commence le 5 février 2025 avec la lecture d'un article de Mediapart, un article qui révèle qu'elle a commencé en vérité cette histoire il y a très longtemps, il y a près de 70 ans, avec la commission des premières violences physiques et sexuelles contre des élèves de l'établissement Notre-Dame de Bétharram. C'est un établissement privé sous contrat qui est situé dans le Béarn, dans les Pyrénées-Atlantiques, à une vingtaine de kilomètres de Pau. Et ce 5 février 2025, je lis cet article de Mediapart qui révèle que 112 plaintes d'anciens élèves ont été déposées et qu'elles visent 14 agresseurs potentiels, d'anciens surveillants, encadrants de cet établissement qui auraient commis des crimes particulièrement graves. Et tout de suite, c'est la responsabilité de celui qui est devenu Premier ministre, François Bayrou, qui est interrogé, qui est questionné dans cet article, qui fait la démonstration que François Bayrou ne pouvait pas ignorer les accusations très graves qui, dès les années 1990, pèsent contre une partie des intervenants de cet établissement. Je lis cet article et je le lis avec les lunettes, le regard d'un député qui est un député qui travaille sur les questions d'éducation. Je suis enseignant de profession. J'ai enseigné pendant plus de 10 ans dans des établissements de l'Académie de Créteil avant de devenir député. J'ai co-rédigé le programme éducation de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle de 2017, de 2022. Et puis, en devenant député du Val d'Oise, d'Argenteuil et de Bezons, je me suis engagé dans les travaux de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, ici, à l'Assemblée nationale. Et en 2024, j'ai eu la chance de conduire une mission d'information parlementaire pendant 6 mois avec un député Renaissance, Christopher Weisberg. Nous avons travaillé ensemble sur le financement public des établissements privés sous contrat. Déjà, cette question des écoles privées qui m'intéressait et à propos de laquelle j'avais beaucoup appris. Et c'est avec ce regard-là, après avoir constaté des défaillances majeures dans le contrôle financier des établissements privés sous contrat, que je lis cet article de Mediapart. Et cet article, tout de suite, il indique que cette question de la défaillance dans le contrôle par l'État des établissements privés sous contrat, elle ne concerne pas que les aspects financiers, elle concerne aussi des aspects beaucoup plus dramatiques, beaucoup plus profonds. C'est la question des violences commises par des adultes ayant autorité sur des enfants. Et là, la question pour moi, comme député, c'est comment me saisir, au fond, d'une découverte, de quelque chose qui me bouleverse par ailleurs, comment s'en saisir comme parlementaire, comment faire son travail de député face à des faits comme cela qui peuvent illustrer d'autres situations analogues ailleurs dans le pays. J'en ai l'intuition en lisant cet article. Eh bien, j'en discute avec mon équipe, avec mon cabinet, et c'est ma directrice de cabinet, Clémence, qui me dit écoute, essayons peut-être, tournons une vidéo qui résume les enjeux de cette affaire et postons-la sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on fait. Et très rapidement, cette vidéo va circuler. Elle est très vite vue presque 2 millions de fois. Et là, on se dit que ce sujet, c'est un sujet qui touche les Françaises et les Français. On a le sentiment que directement ou indirectement, des millions d'entre nous sont concernés par cette question des violences. Et donc, je me tourne vers mon groupe politique, le groupe de la France Insoumise, en réunion de groupe, et je propose à mes collègues députés d'intervenir sur ce sujet, d'interpeller le Premier ministre François Bayrou sur sa connaissance ou son ignorance des faits de violence physique, sexuelle dans cet établissement privé sous contrat qu'à l'époque très peu de gens connaissent, et l'établissement Bétharram. Alors cette première question à François Bayrou, elle est difficile parce qu'il faut rester sur un fil. Il ne faut pas tomber dans ce qui serait, au fond, interroger la vie privée de François Bayrou. Elle ne me regarde pas, elle ne regarde pas la représentation nationale. Il ne faut pas tomber dans une accusation a priori. Il faut poser une question, car l'enjeu l'exige, une question précise, une question pour éclairer la représentation nationale. Et j'ai, avant de le faire, la volonté d'entrer en contact avec les victimes de Bétharram, et notamment avec Alain Esquer, qui est le porte-parole du collectif de ces victimes. Je parviens à obtenir son numéro de téléphone et à le joindre le matin du 11 février. Et j'échange avec lui pendant une quinzaine de minutes au téléphone, et je lui annonce que je vais interroger le Premier ministre sur cette affaire de Bétharram, qui évidemment, le travail qui l'accompagne depuis maintenant si longtemps.
Et je lui demande s'il y a des questions, des points particuliers qu'il considère que je doive intégrer au questionnement que je porterai au Premier ministre. Je me rappelle très bien de cet échange. C'est un échange très important pour moi parce que d'abord, il me confirme une très grande attente de la part des victimes à ce que la représentation nationale, à ce qu'un député se saisisse de cette question, à ce que les questions soient posées à ceux dont les responsabilités sont interrogées. Et puis parce que Alain Esquer, dans l'échange que j'ai avec lui, il insiste notamment sur un point qui est évidemment central, c'est le caractère absolument massif de ces violences. Et j'ai encore ce chiffre qu'il me rappelle, celui qui vient de la Civise. Alain Esquer me rappelle que 5 millions de personnes ont été victimes d'abus sexuels dans leur enfance. Bien sûr, le plus souvent dans le cadre intrafamilial plutôt que dans le milieu scolaire. Mais ce chiffre, cette ampleur des violences, je l'ai avec moi. Et au fond, elle me donne une force au moment où je me lève pour interpeller François Bayrou. Alors mes collègues me font confiance, comprennent sans doute qu'il y a une question qui doit être posée, à côté de laquelle on ne peut pas passer. Et le 11 février 2025, eh bien, je me lève sur les bancs du groupe de la France Insoumise et je prends la parole pour interpeller le Premier ministre. La parole est à monsieur Paul Vannier pour le groupe La France Insoumise. Là, je pose au Premier ministre une question dont j'ai encore chaque mot à l'esprit. Pourquoi n'avez-vous pas protégé les élèves de l'école Notre-Dame de Bétarame, victimes de violences pédocriminelles? Et je suis d'abord très étonné, très surpris de voir le Premier ministre se lever pour me répondre. Et je vous explique pourquoi. Il n'est pas d'usage que le Premier ministre réponde aux députés. Habituellement, lors des questions au gouvernement, le Premier ministre ne répond qu'au président de groupe. Et puis, quand il répond à des députés, il le fait très rarement à un député de l'opposition. Et donc, je suis d'abord très surpris de voir François Bayrou se lever, et j'attends sa réponse. Je lui ai posé une question ouverte. J'attends qu'il éclaire la représentation nationale pour nous indiquer comment, à l'époque, il était ministre de l'Éducation nationale, il était président du conseil départemental, il avait des prérogatives très importantes, des pouvoirs très grands, et des pouvoirs qui directement concernaient la question de la protection des enfants. Je m'attends à ce qu'il apporte des éléments précis, ou alors peut-être qu'il nous dise que c'est fait remontant à trop de temps dans le passé, et il a besoin peut-être d'un certain temps pour réunir des éléments et apporter les réponses qui lui sont demandées. Eh bien, François Bayrou ne procède pas du tout ainsi. Il choisit d'entrer tout de suite, immédiatement, dans un registre qui est un registre fait d'outrance, fait d'offensive. La méthode est maintenant très bien connue des Français. Ils l'ont éprouvée à de très nombreuses reprises. Dès que quelqu'un occupe des responsabilités, on s'ingénie à inventer de toutes pièces des scandales. Et immédiatement constitué par le mensonge. Alors j'affirme que je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Jamais. François Bayrou ment au bout de quelques secondes après les débuts de sa réponse. Et je suis là, l'observant, sidéré de comprendre immédiatement que François Bayrou ment. Et si je le comprends, c'est parce que déjà, dans la presse, des articles, des chronologies, des faits ont été établis qui permettent d'indiquer que le Premier ministre ne pouvait pas ignorer ces faits de violence. Plus encore, il avance deux preuves. L'une est complètement consternante. François Bayrou indique qu'il n'était plus ministre de l'Éducation nationale à la date où est déposée la première plainte d'un parent d'élève qui dénonce les violences physiques faites sur son fils. Et j'ai deux preuves pour cela. La première de ces preuves, c'est que lorsque la première plainte est déposée, j'ai quitté déjà le ministère de l'Éducation nationale depuis des mois. Or, cette première plainte, elle est déposée en 1995, et François Bayrou était, je le sais, à ce moment, ministre de l'Éducation nationale de 1993 à 1997. Donc c'est avec consternation, sidération, que j'assiste à ces mensonges du Premier ministre qui me paraissent immédiatement extrêmement graves. D'abord parce qu'ils touchent à une affaire qui se dessine déjà comme probablement l'une des plus graves affaires pédocriminelles qu'ait connue notre pays. Il y a à l'époque 112 plaintes déposées, il y en a aujourd'hui déjà plus de 200. Et puis François Bayrou n'est pas n'importe qui, il est le Premier ministre de la France. Et de voir un Premier ministre mentir aux députés, c'est un choc, c'est
une atteinte directe au fonctionnement de notre démocratie. Le Parlement est là pour contrôler l'action de l'exécutif. C'est d'ailleurs l'occasion de ces questions au gouvernement que de pouvoir le faire. De voir un François Bayrou qui refuse au fond l'épreuve de vérité, qui refuse tout simplement d'apporter les éléments qui sont à sa disposition, qui nie et qui ment, c'est sidérant. À peine cette séance des questions au gouvernement achevée, que je concerte avec quelques-uns de mes collègues, et je comprends qu'une chose très grave vient de se produire, je fais un communiqué de presse pour dénoncer tout de suite les mensonges du Premier ministre et pour dénoncer au fond une attitude qui me paraît contribuer à entretenir l'omerta, ce silence qui pèse sur cette question des violences faites aux enfants, des violences faites en milieu scolaire sur des élèves. Je fais ce communiqué et le soir même, Mediapart sort un nouvel article qui, là encore, fait la démonstration d'un mensonge supplémentaire du Premier ministre. François Bayrou avait affirmé devant nous, l'après-midi même, ne jamais avoir été informé de quoi que ce soit de violence, a fortiori de violence sexuelle. Jamais, dit-il très clairement, très distinctement. Et le soir de cette affirmation, Mediapart révèle que François Bayrou, comme maire de Pau, a reçu un courrier recommandé d'une victime, Jean-Marie Delbost, en 2024, qui l'informe des violences qu'il a subies lorsqu'il était élève à Bétarame. Et donc, la compréhension du mensonge, là, prend une dimension très forte, qui dépasse, évidemment, qui déborde l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et mon groupe parlementaire me confie, et c'est extrêmement rare, je vais, dans l'intervalle d'une semaine, interpeller à 3 reprises le Premier ministre lors des questions au gouvernement. C'est extrêmement rare qu'un député intervienne aussi fréquemment, de façon aussi rapprochée sur une même question, et qui plus encore pour interpeller le Premier ministre. Mon groupe parlementaire considère avec moi que la question du mensonge étant posée, la gravité de ce que ce mensonge cherche sans doute à dissimuler étant apparaissant, il faut à nouveau interpeller le Premier ministre. Et donc dès le 12 février, je lui pose à nouveau une question, cette fois une question que je précise pour qu'il se justifie des mensonges qu'il vient d'assumer. Et François Bayrou choisit d'esquiver, d'éluder, comme il le fera plus tard, en voyant Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, me répondre. Je dis me répondre. Gérald Darmanin polémique, Gérald Darmanin veut faire de cette affaire une affaire politicienne, alors que c'est une affaire très grave, qui interroge les fondements même de notre société et la place des enfants dans notre société. Je veux d'abord, pour ma part et au nom du gouvernement, avoir une pensée pour tous ces enfants, quel que soit leur âge, qui aujourd'hui sont victimes et qui méritent, me semble-t-il, mieux que des jeux politiciens. Je regrette la honte qui consiste à utiliser ces faits pour régler vos comptes politiques. Alors le 11 février, je pose ma première question à François Bayrou, le 12, la seconde, et je continue à chercher les moyens d'obtenir des réponses parce qu'elles ne me sont pas communiquées, les moyens de me saisir de cette question qui me paraît être une question fondamentale, une question politique, une question pour l'Assemblée nationale. Et en échangeant, en me rappelant qu'un autre de mes collègues, Éric Coquerel, président de la Commission des finances, a transformé sa commission en commission d'enquête. Avec mon équipe, là encore, nous nous plongeons dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et nous parvenons à cette ordonnance du 17 novembre 1958, à son article terre, qui indique que les commissions permanentes peuvent demander à l'Assemblée à laquelle elles appartiennent, pour une mission déterminée et une durée n'excédant pas 6 mois, de leur conférer les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête. Eh bien, le 13 février 2025, j'écris à la présidente de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation dont je suis membre, Fathia Kelawachi, et je lui écris pour lui demander d'inscrire à l'ordre du jour des travaux de notre commission un vote permettant de créer cette commission d'enquête parlementaire, de transformer notre commission permanente en commission d'enquête parlementaire. Alors, autour de ce 13 février, c'est un peu un moment d'accélération, parce qu'à partir de ce jour-là, je commence à recevoir beaucoup de témoignages de victimes qui m'écrivent à l'Assemblée nationale ou sur ma boîte mail, et ces témoignages révèlent l'ampleur de ces violences,
qu'au-delà de Betaram, dans d'autres établissements scolaires du pays, la question des violences commises par des adultes sur des élèves se pose gravement. Et j'ai donc, à ce moment-là, parallèlement à la démarche que j'entreprends d'interpellation de la présidente de ma commission pour créer une commission d'enquête, j'ai le souci de veiller, au fond, à la sécurité, aux droits des élèves de l'établissement Boramo. Boramo, c'est le nom que porte actuellement l'établissement anciennement dit Betaram. Alors ce 13 février, en même temps que j'écris à la présidente de la commission des affaires culturelles, j'adresse aussi un courrier à la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine et au préfet des Pyrénées-Atlantiques pour les interroger sur la situation de l'établissement, pour leur demander si la commission de concertation peut être réunie, si des inspections ont été, depuis les années 1950, conduites dans cet établissement. Et dès le 14 février, j'adresse aussi un courrier à la ministre d'État, Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, pour lui demander de diligenter immédiatement une mission de l'inspection générale dans l'établissement. Mon but, à ce moment-là, est de m'assurer, de nous assurer que tous les élèves de Betaram, Boramo aujourd'hui, sont en sécurité. Alors, ce moment d'accélération, c'est un moment aussi d'accélération dans les révélations. La presse fait son travail, des journalistes investiguent, et dans ces journées importantes, des témoins, des acteurs prennent la parole. Je pense au juge Mirande qui s'exprime pour révéler que François Bayrou vient le voir en 1998 et qu'à cette date, le juge l'informe des violences sexuelles commises à Betaram. Et puis le gendarme Hontan prend aussi la parole et révèle que François Bayrou serait intervenu pour accéder au dossier du père Caricart, c'est l'un des violeurs en série de Betaram, en 1998, au moment où ce gendarme défère ce père Caricart devant le juge Mirande à l'issue de sa garde à vue. 18 février, troisième question au gouvernement, je pense que c'est inédit. Je n'ai pas le souvenir, moi en tout cas, de voir un autre député ou une autre députée dans un intervalle aussi rapproché, interpellé une nouvelle fois, et là encore à la demande de mon groupe parlementaire, dont d'ailleurs je veux remercier mes collègues pour la confiance qu'ils m'ont témoignée dans ces moments-là. J'interpelle donc à nouveau François Bayrou sur cette question, parce qu'il n'a toujours pas répondu, parce qu'il s'est enfermé dans le mensonge. Là encore, il ne me répond pas. C'est Gérald Darmanin qui prend la parole, même si je sens que son ton a changé au garde des Sceaux. À la demande de Monsieur le Premier ministre, nous avons demandé au parquet général et au procureur de Pau de nous formuler les demandes de renfort nécessaires pour l'ensemble du parquet et pour l'ensemble des très nombreuses plaintes, plus d'une centaine qui ont été déposées et 90 auditions ont déjà eu lieu. Quelques jours avant, il est dans la polémique, il est dans, au fond, la bataille politicienne. Et il me paraît que là, il est dans une recherche d'une réponse plus mesurée, qui peut-être indique qu'il a, lui, compris la gravité de l'enjeu et que la posture politicienne qu'il a choisie auparavant ne serait plus admise dans le moment qui est celui de cette interpellation. Ce 18 février, je ne suis pas le seul député à interpeller le Premier ministre. Ma collègue socialiste des Pyrénées-Atlantiques, Colette Capdevielle, questionne aussi François Bayrou. Et cette fois, il choisit de lui répondre. Et dans sa réponse, il révèle au fond, être informé, avoir été informé de ces violences. Je rappelle que quelques jours auparavant, il avait totalement nié l'avoir été, et révèle avoir commandé un rapport d'inspection, sur lequel on reviendra à de très nombreuses occasions, en 1996. C'est là la manifestation d'un changement de version très important de la part du Premier ministre, qui signe au fond le mensonge fondateur de cette affaire. Et tout ça intervient à la veille du vote qui doit intervenir en commission des affaires culturelles et de l'éducation pour créer la commission d'enquête parlementaire. Et j'ai donc la conviction très très forte, le soir du 18 février, que cette commission d'enquête est plus que jamais nécessaire, parce qu'il y a une question très grave, une question massive qui concerne beaucoup trop d'enfants dans notre pays, et parce qu'il y a un mensonge du Premier ministre de la France. Alors dans ce contexte d'accélération où les victimes prennent la parole, m'écrivent, m'interpellent, où la presse révèle un certain nombre de faits, où des témoins s'expriment, eh bien nous arrivons à la journée du 19 février 2025, un peu plus d'une semaine a passé depuis que j'ai posé ma première question au Premier ministre, et nous sommes déjà réunis en commission des affaires culturelles et de l'éducation pour débattre et voter de ma proposition de créer une commission d'enquête parlementaire.
Ce débat, il va être très riche. Il va d'abord manifester l'opposition très forte, très virulente, très agressive de l'extrême droite, le Rassemblement national, qui, dans un premier temps, s'oppose de toutes ses forces à la proposition que je fais. J'ai l'impression, en écoutant M. Vanier, que lui et son groupe baignent dans le formol, parce qu'on se croirait en 1905. Vous voulez absolument, de manière obsessionnelle, relancer la guerre scolaire, et votre cible est évidemment l'enseignement catholique. C'est une obsession chez vous. Pour vous, c'est évidemment l'enseignement catholique qui en est responsable. Là, il faut absolument le désigner comme une cible. Par cette offensive contre l'enseignement catholique, vous masquez, de fait, par cet écran de fumée, l'emprise, l'entrisme de l'islamisme radical dans nos établissements publics, mais parfaitement, n'est-ce pas ? Le véritable danger qui menace, permettez-moi de terminer, le véritable danger qui menace l'enseignement public, ça n'est pas l'enseignement privé, c'est l'islamisme radical. Donc nous nous opposerons radicalement, nous aussi, à cette proposition. Et puis ce débat, il va, en dehors de ces interventions, il va être constructif, il va être républicain, il va apporter à la réflexion commune et me conduire à modifier ma proposition de départ. Dans un premier temps, je souhaite que la commission d'enquête dont j'appelle la création se concentre sur la question des établissements privés sous contrat et uniquement sur eux, parce que je considère que c'est là que la question des violences se pose d'abord, parce que je sais que c'est là que la défaillance du contrôle de façon principale a lieu. Mais je comprends les réflexions de mes collègues et elles sont tout à fait fondées, au fond, dans tous les établissements scolaires du pays. Des violences d'adultes sur enfants peuvent intervenir. Il convient de protéger tous les élèves de France, quel que soit l'établissement scolaire dans lequel ils s'élèvent, privé, public. Et donc j'accepte de faire évoluer l'objet de la commission d'enquête dont je propose la création. Et le vote intervient et à l'unanimité, la commission d'enquête sur les modalités du contrôle par l'État et de la prévention des violences est créée. Elle porte sur tous les établissements scolaires du pays, privés sous contrat, privés hors contrat, établissements publics également. Et dernière étape importante, décisive, elle compte beaucoup pour moi en tout cas, c'est le 5 mars avec la désignation des 2 co-rapporteurs de cette commission d'enquête parlementaire. Et évidemment, je vais me proposer pour devenir l'un de ces 2 co-rapporteurs. Il est convenu que l'une de ces places va échoir aux oppositions quand l'autre sera réservée au socle commun. Et je découvre au moment où les candidatures s'avancent que le socle commun a déjà fait le choix de désigner Violette Spilbout, députée Renaissance du Nord, que je ne connais pas autrement que comme une des figures du camp macroniste, a fait le choix donc de la proposer comme co-rapporteur et reste l'élection de celui ou de celle qui sera l'autre rapporteur de cette commission d'enquête. Et il y a face à ma candidature une autre candidature, celle d'un député d'extrême droite du groupe UDR, le groupe d'Éric Ciotti. Et je suis, dans ce moment qui précède le vote, inquiet de voir la possibilité que m'échappe cette responsabilité. Elle est essentielle, car être rapporteur d'une commission d'enquête parlementaire vous confère des pouvoirs importants, des moyens pour investiguer, pour justement aller au fond du sujet, des pouvoirs de contrôle sur place, sur pièce. Être rapporteur vous donne une place centrale dans les auditions, vous permet donc d'aller au bout, au fond de questionnement, de poser une série de questions, de pouvoir réagir aux réponses qui vous sont faites. Et je sais que si cette responsabilité m'échappe, alors probablement que cette commission d'enquête deviendrait autre chose que ce que j'ai en tout cas imaginé en proposant sa création. Alors les candidatures s'avancent, je reçois des messages de députés d'autres groupes qui me font savoir, au-delà des rangs de la gauche, qu'ils voteront pour moi ou qu'ils s'abstiendront, mais en manifestant dans cette abstention, au fond, un soutien à ma candidature. Et je dois saluer, au fond, cette réaction de mes collègues qui, m'indiquant leur intention dans le vote, me confient que c'est une façon pour eux de reconnaître aussi le travail que j'ai engagé depuis à ce moment-là une quinzaine de jours, et une forme de confiance sur ma capacité, avec d'autres, avec Violette Spilbout, avec ensuite l'ensemble de la commission d'enquête parlementaire, à faire le travail que nous avons décidé de nous donner. Le 5 mars, je suis donc élu par la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, co-rapporteur de la commission d'enquête parlementaire.
Et nous devons là encore attendre quelques jours. C'est quelques jours qui permettent, en principe, il ne le fera pas, mais au garde des Sceaux d'intervenir, de remettre en cause, au nom du principe de séparation des pouvoirs, la création de la commission d'enquête parlementaire. Il nous faut donc patienter jusqu'au 12 mars. Le 12 mars, c'est le début de nos travaux, c'est le jour de la constitution véritable de notre commission d'enquête parlementaire. Nous allons tenir une conférence de presse avec ma co-rapporteure Violette Spielbout. Et au fond, nous allons poser cette question devant celles et ceux qui nous regardent. Comment tant de crimes, pendant tant d'années, ont-ils pu être commis à Betaram sans que les services de l'État ne les détectent pour les faire cesser? Et affirmer qu'à partir de cette question fondatrice, eh bien, nous allons chercher à y répondre en élargissant la focale à l'ensemble des établissements scolaires de notre pays. C'est le moment qui voit débuter au fond nos travaux. Et je sais, à ce moment-là, parce que nous en avons parlé avec Violette Spielbout, qu'elle et moi, nous avons l'intention d'exercer pleinement toutes nos prérogatives, en particulier nos prérogatives de contrôle sur place et sur pièce. Et ça, je vous en parle dans le prochain épisode. Ce matin, les deux co-rapporteurs se rendent au ministère de l'Éducation nationale pour exercer leur pouvoir d'investigation sur pièce et sur place, ici au ministère de l'Éducation nationale. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont procéder à des saisies, demander qu'on leur fournisse tous les documents et renseignements nécessaires à l'avancée de l'enquête pour éclairer la responsabilité de l'État et notamment celle de François Bayrou dans l'affaire Betaram, mais plus généralement dans d'autres établissements scolaires dont on a parlé plus récemment, comme notamment le lycée Stanislas. Et puis nous allons avoir une attention particulière sur des documents qui peuvent nous éclairer sur les contrôles ou l'absence de contrôle dans l'établissement Betaram, dans l'établissement Stanislas, dans le périmètre de notre commission d'enquête pour éclairer les futures auditions et nos travaux.